Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo qui se fait rare sur ma chaîne, je le conçois. Je suis actuellement en tournage pour un film pour Canal et voilà, je suis entre deux décors, entre deux villes. Donc je prends ce petit moment que j'ai pour faire une petite vidéo de révision. Voilà, de petites révisions sur des thèmes qui sont, je pense, assez importants pour tout le monde. Enfin en tout cas pour ceux qui suivent ma chaîne, à savoir l'exposition, le log, les ISO natifs. Ça, j'aimerais en remettre une couche là-dessus. Et puis, est-ce qu'il y a du bruit dans du log? Euh, Voilà, j'aimerais reprendre un peu toutes ces vidéos que j'ai pu voir circuler sur YouTube. Voilà, qui sont très intéressantes, très pédagogiques d'ailleurs. Je trouve qu'il faut en parler, c'est très important parce que aujourd'hui, on a la chance de pouvoir nous informer et apprendre énormément via YouTube. Donc c'est génial. Donc plus il y aura de vidéos sur le sujet, plus ça sera intéressant pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'encourage moi-même mes étudiants à aller parcourir YouTube pour aller chercher ce genre d'informations, voilà, qui sont parfois compliquées à avoir en dehors de YouTube. Néanmoins, je repère quand même, je ne vais pas dire des erreurs, mais je voudrais rajouter une petite couche là-dessus parce que, alors il y a des petites erreurs, certes, mais j'aimerais remettre un peu, comment dirais-je, pas d'actualité, mais remettre un peu les pendules à l'heure en ce qui concerne certaines choses, notamment sur les ISO. Voilà, alors je vais commencer par le triangle d'exposition. Voilà, alors le triangle d'exposition, si vous suivez ma chaîne, c'est un truc que je dénonce, qui est con. Voilà. Et ce qui est chiant, c'est que c'est relayé à chaque fois de vidéo en vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que c'est du repartage d'informations, repartage. Mais le triangle d'exposition, c'est une connerie monumentale. Voilà, alors je vais déjà expliquer pourquoi c'est une connerie monumentale. Pour la simple et bonne raison alors, d'abord, je vais expliquer ce que c'est que le triangle d'exposition. Un triangle d'exposition, ce sont ces trois paramètres qui permettent de pouvoir influencer et de régler à sa convenance l'exposition de notre image. Je dis bien à sa convenance parce que tout dépend post-capteur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans un gamma logarithmique ou est-ce que vous êtes dans un gamma rec 709? Donc c'est pour ça que ça, je vais en parler après. Mais en tout cas, ce sont les paramètres qui vous permettent de pouvoir jouer tant sur la quantité de lumière que sur le temps d'exposition. Voilà. Et quand je viens de dire cette phrase-là, puisqu'on sait très bien que les photosites du capteur sont sensibles, un, par la quantité de lumière, et deux, par le temps qu'ils subissent à saisir cette quantité de lumière. Et quand je dis ça, eh bien j'ai tout dit. J'ai tout dit parce que finalement, je parle de deux paramètres. Un, la quantité, et deux, le temps. Il n'existe pas d'autres paramètres. Alors vous allez me dire, bah alors c'est pas un triangle, c'est un deux points. Non, finalement, le problème du triangle d'exposition, c'est le paramètre ISO. Le paramètre ISO n'est pas un paramètre d'exposition, qu'on soit bien clair, puisque pour plusieurs raisons. Alors pourquoi c'est parti dans le triangle d'exposition? Parce que je pense que le triangle d'exposition vient des principaux réglages qu'on va affecter sur une cellule. Une cellule qui permet de déterminer une exposition. Et sur une cellule, il y a trois paramètres, effectivement, qui est la sensibilité, le diaphragme et le shutter. On sait tous, je ne vais pas le rappeler sur cette vidéo, que le diaphragme permet donc de contrôler la quantité de lumière qui arrive, mais a un effet secondaire qu'on se sert énormément, nous les chefs-op, qui est la profondeur de champ. Voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, ça vous avez dû, enfin vous comprenez certainement de quoi je veux parler. Pareil pour la vitesse d'obturateur. La vitesse d'obturateur permet de contrôler, alors non pas en termes de quantité, mais en termes de temps où la quantité de lumière va affecter les photosites. Pareil, elle a un effet secondaire, c'est-à-dire que l'on prenne un obturateur lent ou un obturateur rapide, on va avoir un effet secondaire sur les mouvements qu'on est en train de filmer. Alors c'est sûr que si vous filmez quelque chose d'une nature morte, ça n'aura aucune incidence.
Par contre, si vous filmez quelque chose en mouvement, il y aura une incidence. Cette incidence, on la connaît, qui est l'effet un peu shutter, comme on dit, d'obturateur, qui permet de figer les mouvements dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du filage, du motion blur, on a des saisies d'informations spatio-temporelles très nettes et très, très brèves qui permettent en fait de faire un effet un peu thromboscopique. Donc voilà. Et la soi-disant sensibilité qui permet de contrôler l'exposition, en fait, il n'en est rien, puisque la caméra, de toute manière, reste toujours à la même sensibilité. Vous pouvez toujours modifier les ISO en les baissant, en les montant. Un capteur, ça a toujours la même sensibilité. Donc ce n'est pas comment dirais-je, un paramètre d'exposition, puisque finalement vous bougez que du vent, quoi. Vous bougez que de la métadata. D'ailleurs, je précise qu'elle a un effet secondaire, elle aussi, de modifier les ISO, puisque vous modifiez la répartition de la dynamique. Alors ça, vous avez plein d'informations, hein. Vous tapez dynamic range caméra avec le nom de la caméra, et puis vous aurez tout le temps des graphiques qui vous montrent qu'en fonction de la sensibilité de la caméra choisie, eh bien, vous répartissez la dynamique. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que comme la caméra n'a qu'une seule même sensibilité, alors évidemment, sauf si votre caméra est en dual ISO, bien évidemment, mais elle a toujours une seule sensibilité, eh bien, ce que vous modifiez, c'est ni plus ni moins que du vent, puisqu'en fait, vous allez modifier non pas la sensibilité de votre caméra, mais vous allez choisir si vous allez sous-exposer ou surexposer volontairement votre signal. Voilà. Et en surexposant votre signal, eh bien, vous allez perdre de la dynamique dans les hautes lumières et en revanche en gagner dans les basses lumières. Si vous sous-exposez votre signal, vous allez avoir plutôt tendance à répartir la dynamique dans l'autre sens. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller chercher des informations dans les hautes lumières et d'un autre côté, vous en perdez dans les basses lumières. Donc voilà, en fait, c'est ça la sensibilité. Donc la sensibilité de la caméra reste toujours la même. Il ne faut pas oublier que ce qu'on touche dans les ISO, c'est ni plus ni moins qu'un amplificateur de signal qu'il y a post-capteur. D'accord? Mais si vous faites, d'ailleurs je vais vous inviter à faire une expérience avec votre caméra, quelle que soit la caméra que vous possédez, ou que ce soit une caméra que vous prenez chez un loueur, vous shootez un plan en 200 ISO, vous l'exposez à 200 ISO, non plutôt vous l'exposez à 800 ISO, hein, j'ai pris là, c'est l'exemple d'une Arri Alexa 35, vous exposez à 800 ISO votre image, et ensuite, sans toucher l'exposition, sans rien toucher, vous allez shooter le même plan à 200 ISO, à savoir à 2 diaphes en dessous. D'accord? Vous allez prendre ça, vous allez mettre ça sur DaVinci. Donc vous allez vous retrouver avec un plan correctement exposé à 800 ISO et un plan sous-ex à 200 ISO, puisque vous n'avez pas bougé ni l'obturateur ni le diaphragme pour compenser ce changement d'ISO. Et bien après, vous allez dans les fonctions HDR. Vous allez bien paramétrer que le gamma et l'espace colorimétrique correspond bien à celui de la caméra que vous avez enregistré. Et vous allez prendre le signal de 200 et vous allez le surexposer de plus 2 stop. Et donc forcément, vous allez ramener à la même chose que le signal qui a été exposé, du plan qui a été exposé à 800 ISO. Et si vous comparez les deux plans, eh bien vous allez vous apercevoir que vous allez vous retomber exactement sur la même image. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça marche avec toutes les caméras. Et je vous invite à faire l'essai sur votre propre caméra, puisque je n'ai pas fait le test sur toutes les caméras. Mais en tout cas, sur les caméras qui sont supérieures à 10 bits, normalement, ça fonctionne. Mais je vous invite à le faire parce que parfois, sur cette caméra, ça ne fonctionne pas. Notamment, j'ai pu faire des exemples sur des vieilles RED et ce n'est pas forcément le cas. Donc, regardez et vous allez vous apercevoir que vous allez retrouver la même image que celle qui est à 800 ISO. D'un plan qui a été tourné à 200 ISO. Autrement dit, l'ISO ne serait peut-être uniquement qu'une version métadata du réglage, c'est-à-dire un peu comme du RAW, ça veut dire que ça n'apporte aucune incidence à la lumière. Alors, si on peut parler d'un triangle d'exposition, pour moi, le vrai triangle serait diaph, obturateur et vous le savez tous, filtre neutre. Parce que ces trois paramètres vont
pouvoir agir en amont du capteur et non pas en aval. Donc l'obturateur, le diaphragme et le filtre neutre vont agir sur la quantité de lumière mais aussi sur le temps et ça va permettre de réellement d'avoir 3 paramètres d'exposition à ce sujet. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que je voulais expliquer en gros ce fameux triangle d'exposition qui m'énerve quand je vois qu'on parle de diaph, comment dirais-je, enfin, surtout de sensibilité, qui pour moi la sensibilité n'a rien à voir. La sensibilité ne joue pas. D'ailleurs, quand vous tournez sur des supports argentiques, vous ne pouvez pas changer les ISO comme ça. Même si vous voulez faire un traitement poussé, vous êtes obligé de changer de pellicule parce que ça n'ira pas dans le même bain. Bref, vous ne pouvez pas jouer aussi facilement sur le paramètre ISO pour contrôler votre image. Attendez, j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud. Voilà, un peu d'air frais. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, je vais vous parler aussi d'une chose qui m'énerve un peu. Enfin, qui m'énerve, je m'en fous, hein, mais que je voulais recadrer avec vous. C'est cette notion de sensibilité native. À chaque fois, les constructeurs nous parlent de sensibilité native. Sensibilité native de telle caméra, etc. Double sensibilité native des caméras. Bref, tout ça, c'est du foutage de gueule, puisque la sensibilité native, elle est inconnue sur les caméras. Inconnue non pas parce que on n'arrive pas à avoir l'information, mais inconnue parce que l'information n'est pas divulguée auprès des fabricants. Elle est, entre guillemets, secrète. C'est une information qui fait partie du secret de fabrication, du traitement du capteur de chaque caméra. Néanmoins, on sait, par des petites ruses de geek, que les sensibilités natives, finalement, sont bien plus inférieures que celles qu'on peut vous raconter. Alors, comment on peut le savoir? 2 choses. La première chose, c'est que si tu es un peu vieux comme moi et que tu as utilisé une fois dans ta vie la fameuse Red One MX, qui était le capteur, l'upgrade de la Red One, tout court, elle était, donc la Red One MX était mentionnée à 800 ISO. C'est-à-dire qu'on disait que la sensibilité était de 800 ISO. Sauf que quand tu appuyais sur le petit bouton RAW, pour afficher le RAW, qui en fait n'affiche pas du RAW, mais qui affiche réellement les informations du capteur, enfin les paramètres du capteur de la saisie d'information plutôt, eh bien on s'apercevait que la caméra passait de 800 à 320 ISO, comme ça. Et passait aussi de la température de couleur, celle que vous avez sélectionnée, qu'importe, à 5600 Kelvin. Alors pourquoi ces 2 variables? Pourquoi? Parce que en fait, quand on appuyait sur ce bouton, on affichait en gros l'image que le capteur natif permettait était configuré pour enregistrer les différents dynamiques de votre image. Et 5600 Kelvin parce que Red avait annoncé un capteur à l'époque calibré en lumière du jour. Voilà, donc c'était les informations qu'on vous donnait et qui permettaient un peu de voir un peu comment le capteur réagissait. Aujourd'hui, bon, évidemment, cette fonction n'existe plus. Enfin, elle existe, mais elle est faite différemment. D'ailleurs, elle est faite tout simplement chez Red que quand vous appuyez sur ce bouton, il ne vous ramène pas à 320. Il vous laisse justement à la sensibilité nominale qui est de 800 ISO. En revanche, vous pouvez le découvrir si vous avez des caméras de type Canon ou de type Sony. Si vous avez dans le menu la possibilité de paramétrer la sensibilité soit en valeur ISO, soit en valeur dB, eh bien faites l'expérience, vous prenez votre caméra, vous la mettez à 0 dB, donc natif, puisque en fait le principe de natif c'est que le signal n'est pas amplifié ou désamplifié. Vous le mettez à 0 dB, et puis après vous allez dans le menu, vous lui dites de passer en ISO, et vous verrez que eh bien, vous ne tombez pas sur les ISO natifs comme on vous l'a dit, mais sur un ISO natif bien plus bas. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, il faut considérer qu'il y a un ISO natif qui est secret, que vous n'avez pas la main, sauf si vous êtes malin et que vous allez dans les menus de caméra et vous changez la sensibilité en dB et en ISO. Et vous avez une sensibilité et qui est celle qu'on vous conseille d'utiliser. Alors, j'ai entendu dire la sensibilité parfaite. Il n'y a pas de sensibilité parfaite en caméra. Puisque ça ne veut rien dire, une sensibilité parfaite. En revanche, il y a une sensibilité qui correspond à chaque décor, à chaque sujet qu'on va filmer en fonction de leur dynamique. Alors,
ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour finir sur l'idée de nominal natif, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était à l'époque du confinement, donc ça remonte maintenant à 3 ans je crois, ou 4 ans, je ne sais plus. J'expliquais la différence entre nominal et natif, et comment dirais-je, la sensibilité nominale, c'est la sensibilité conseillée pour avoir une répartition de dynamique correcte. D'accord. Et aussi, par la même occasion, une sensibilité assez accrue de la caméra qui permet aujourd'hui de la voir grâce au rapport signal-bruit qui est relativement important aujourd'hui dans les caméras. Alors quand je dis rapport signal-bruit important, ça veut dire que ça ne crée pas, contrairement à ce qu'on peut entendre dire dans ma phrase, c'est que ça ne crée pas forcément plus de bruit. Mais plus votre rapport signal-bruit est important, moins la caméra bruite. Donc plus le rapport signal-bruit est important, plus on peut monter dans les ISO. Et plus on peut monter dans les ISO, plus on a la possibilité de pouvoir modifier comme on veut à sa convenance la répartition de la dynamique. D'accord. Sauf qu'en fait, finalement, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que très vite, notamment c'est ce que je m'aperçois sur la caméra Alexa 35, c'est que dès lors que on va au-delà de la sensibilité nominale, très vite on bruite. Voilà, même sur les dernières caméras, on bruite très 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 vite après la sensibilité nominale. Donc la question que vous vous posez certainement, c'est quel ISO utiliser en fonction de la scène que vous êtes en train de filmer? Et bien la réponse elle est dans cette question, c'est tout dépend de la scène que vous êtes en train de filmer. Si vous êtes en train, en gros, vous imaginez votre gris 18%, ce fameux gris moyen. Si vous vous apercevez que majoritairement tout se situe en dessous du gris 18%, c'est-à-dire les différentes densités que vous filmez se situent en dessous du gris 18%. Donc en gros, vous êtes en train de faire un film qui se passe peut-être dans des conditions de basse lumière, dans la nuit, sans très haute lumière, etc. Dans ce cas-là, vaut mieux descendre la sensibilité. C'est assez paradoxal parce que généralement on a besoin de sensibilité, mais paradoxalement il faut descendre la sensibilité et de se rapprocher plutôt de la sensibilité native, c'est-à-dire une sensibilité qui se situe généralement à un diaph en dessous, donc de l'ordre de 400 ISO, 320 ISO. Quand je tourne, voilà le film que je suis en train de faire en ce moment, qui se passe majoritairement en intérieur et en nuit, je tourne à 320, 400 ISO. Voilà. Parce que je n'ai pas de haute lumière à privilégier vu que majoritairement tout se passe en basse lumière. Et aussi, tourner à 400 ISO me permet d'avoir une réserve de un stop, ce qui fait que si j'ai besoin de surexposer quelque chose dans mon image, eh bien j'ai un stop de possibilité de réserve en post-production sur mon signal logarithmique qui me permet de pouvoir décrocher, éclaircir une zone sans bruiter. Ça veut dire qu'en gros, je vais un peu travailler comme si j'étais un peu dans un dual ISO dans la même image. Mon image est à 400 ISO et dans certaines parties de mon image, je vais pouvoir relever jusqu'à la sensibilité nominale 800 ISO. Voilà, je ne sais pas si je suis très bien clair, mais c'est pour ça que le fait de travailler au maximum près de l'ISO natif, à savoir presque un peu plus d'un diaph en dessous de l'ISO nominal, eh bien ça me permet d'avoir une réserve, une quantité de réserve. Et pour le coup, d'ailleurs c'est ce que je fais sur ce film, je n'ai pratiquement plus besoin d'oscilloscope pour travailler, puisqu'en fait je travaille avec un filet, quoi. J'expose mon image convenablement sur mon moniteur, et je sais que je vais pouvoir avoir une réserve pour monter. Alors pour descendre c'est facile, mais je vais avoir une réserve pour pouvoir remonter mon signal en post-prod d'un diaph, voilà, si on veut rester un peu dans le nominal. Car je vous ai expliqué tout à l'heure que finalement, tourner à 800 ISO ou tourner à 200 ISO puis remonter le signal en post-prod, c'est la même chose. Voilà, donc ça me permet d'avoir cette réserve. Donc il n'y a pas d'ISO parfait, il n'y a pas une sensibilité parfaite. L'ISO nominal, ce n'est pas l'ISO natif, ça il faut bien vous le mettre dans le crâne, sauf qu'en fait il y a un abus de langage chez les fabricants qui permettent de communiquer évidemment sur un ISO nominal qu'ils vont appeler ISO natif, mais en fin de compte l'ISO natif ce n'est pas le cas. Vous verrez que, comme je l'ai dit, prenez une caméra, mettez-les en ISO natif comme ils disent, vous verrez que vous avez forcément une amplification de dB derrière. Et d'ailleurs, beaucoup de caméras utilisent, comme par exemple Red, Arri, Canon, utilisent justement une double sensibilité dans la caméra qui permet
justement de gagner cette dynamique dans les hautes lumières. Par exemple, la caméra va aller prendre à la fois des informations dans l'ISO natif et va aller prendre des informations dans le ISO nominal. Et ainsi pouvoir constituer une courbe logarithmique via un algorithme qui permet d'avoir des informations en bas et en haut de la courbe en prenant ces deux informations de sensibilité. Voilà, donc à 320 ISO par exemple, il va aller chercher les informations des basses lumières, puisque vous avez exposé votre image à 800, donc forcément votre 320 est sous-exposé. Donc on va aller chercher les informations des hautes lumières dans le 320 et on va aller chercher les informations des basses lumières dans le 800. On va faire une courbe logarithmique et le tour est joué. C'est comme ça que Harry notamment a vendu un peu son secret de la dynamique de son capteur. Mais voilà, mais beaucoup ont suivi, et notamment Canon. J'ai vu que Canon avait fait la promo en disant qu'ils utilisaient ce procédé comme si, d'ailleurs, on avait l'impression qu'ils étaient les seuls à l'utiliser, alors qu'en fait, c'est utilisé par la majorité des caméras. Donc voilà. Ensuite, est-ce que pourquoi l'histoire de bruitage, que ça bruite dans le log, etc. Bien évidemment, si vous parlez d'une caméra qui fait du log en 8 bits, je ne peux rien vous dire là-dessus, les amis, puisque une caméra qui fait du 8 bits ne peut pas tourner en log, même si on vous donne la possibilité. C'est un log play school, quoi. D'accord, c'est un jouet. C'est juste pour faire comme les grands, mais vous pouvez rien faire avec. En 8 bits, c'est compliqué de faire du log en 8 bits. Donc, à partir du 10 bits, comme je pense que maintenant tous les hybrides sont équipés en interne d'enregistrement 10 bits, eh bien vous avez la possibilité de commencer à pouvoir exploiter le signal logarithmique. Voilà, et exploiter le signal logarithmique, moi j'ai essayé avec différents hybrides, j'ai jamais eu de problème. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi vous avez ce problème, mais il y a un cas qui peut être sûr, c'est l'exposition justement de votre log. Comme je l'ai dit, si vous utilisez un gamma logarithmique, que vous exposez et que vous exposez convenablement à la sensibilité nominale des décors qui sont majoritairement de la basse lumière, là, vous travaillez sans filet, quoi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire grand-chose en post-prod. Donc, en fait, c'est ce qui me permet de faire la transition sur la différence entre exposer une image en Rec 709 et exposer une image avec son gamma logarithmique. C'est qu'il n'y a pas, il y a une genre d'anarchie dans l'exposition du log, puisqu'en fait, on expose en fonction des densités du sujet, alors que le Rec 709, on est obligé de respecter une certaine linéarité de l'image, c'est-à-dire ce qui est noir doit être noir, ce qui est gris doit être gris, ce qui est gris moyen doit être gris moyen, ce qui est blanc doit être blanc. Voilà, à partir du moment où vous décalez en haut ou en bas, vous créez une sous-exposition ou une surexposition. En logarithmique, ce n'est pas le cas. En logarithmique, vous allez exploiter la courbe logarithmique en essayant exactement, c'est la même méthode qu'on faisait en argentique, après une courbe sensitométrique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire rentrer toutes les densités dans la courbe logarithmique, quitte à surexposer ou parfois sous-exposer. Mais alors attention, parce que c'est parfois un peu compliqué, mais généralement à surexposer pour faire rentrer le maximum d'informations de basse lumière. Bien évidemment, vous allez redescendre ces informations en post-production. Redescendre ces informations en post-production revient exactement la même chose comme si vous aviez en fait utilisé une sensibilité, choisi une sensibilité inférieure à la sensibilité nominale. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile. Le meilleur moyen de mieux comprendre tout ça, c'est de s'exercer et de faire des essais. Voilà, vous prenez votre caméra et vous faites des essais en gamma logarithmique et vous essayez de dompter un peu tout ça. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne Miziflix, sur les gamma logarithmiques, etc., faire des essais. Bon bref, il y a plein de trucs, c'est très riche là-dessus. Je vous invite à aller faire un petit tour pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Voilà, il y a aussi, je vous parlais aussi, très important, du choix de la lutte, de fabriquer votre lutte. Alors moi, je vous ai mis tout un petit kit de faire vous-même votre lutte assez cinématique, mais surtout de la calibrer sur votre caméra. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous vous apercevez que l'exercice que je vous ai demandé de faire, à savoir de faire une image à 200 ISO et une image à 800 ISO, eh bien vous voyez qu'il y a des grosses différences, ça veut dire que vous êtes obligé alors
d'utiliser et de vous caler sur la sensibilité nominale. Bien évidemment, ça posera des problèmes lorsque vous regarderez votre image en Rec 709, ne serait-ce que par un monitoring sur le tournage ou après lorsque vous faites des proxys en Rec 709. Dans ce cas-là, vous faites des luttes calibrées à -1 ou -2 d'exposition en stop, -1, -2, rarement -3, pourquoi pas, en stop que vous allez pouvoir appliquer. Voilà, là tout ça, ça c'est expliqué. Allez fouiner sur Misiflix, tout ça j'ai à peu près expliqué. Voilà les amis, écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est à disposition pour pouvoir l'utiliser. Bonnes vacances si c'est le cas, enfin en tout cas si vous allez partir en vacances. Et à très bientôt. Merci, ciao.